Bonjour Monsieur le Ministre, bienvenue sur le plateau de Média 24 et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Hayat, merci de me recevoir. C'est avec plaisir. Monsieur le Ministre, avant de parler de l'investissement et des opportunités qu'offre le Maroc, nous sommes aujourd'hui à un mois quasiment jour pour jour des événements tragiques du 8 septembre et pourtant Marrakech accueille aujourd'hui à bras ouverts des milliers de participants. Nous aimerions bien savoir quelles ont été les premières impressions et surtout quelle est votre première impression par rapport à cette journée. Écoutez, peut-être avant de vous donner mon impression, je voudrais d'abord commencer par présenter mes plus profondes condoléances aux familles des victimes et bien entendu souhaiter un prompt rétablissement à tous les blessés. Et effectivement, nous sommes aujourd'hui à un mois de ce terrible tremblement de terre qui a touché notre pays et cette région. Et nous sommes ici, je crois que nous pouvons être très fiers d'être tous là réunis ici autour des réunions annuelles de la Banque mondiale et du FMI, ce qui prouve une résilience de notre pays et c'est un vrai témoignage qu'on a reçu de solidarité, qu'on a reçu du monde entier et en particulier ceux qui arrivent du monde entier pour souligner notre résilience et la résilience du Maroc et des Marocains, tous derrière Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a tout de suite souhaité que les réactions soient très rapides par rapport au séisme et que la vie reprenne le plus rapidement possible aussi par rapport au développement socio-économique de la région. D'accord. Justement, en parlant de cette tragique soirée et de ses conséquences, il y a eu plusieurs impacts sur plein de secteurs. Et donc, mais peut-être qu'on n'a pas assez parlé du secteur de l'investissement plus particulièrement. Quelles ont été les réactions des investisseurs dans les premiers jours qui ont suivi justement le séisme? Écoutez, les investisseurs, ce sont soit des Marocains, soit des amis du Maroc. Et dans les deux cas, ils ont réagi le plus naturellement qu'on puisse faire dans ces cas-là, c'est qu'ils ont été solidaires avec notre pays. En particulier, on parle des investisseurs étrangers qui ont tout de suite proposé leur aide, qu'elle soit matérielle, financière ou logistique, également à l'image des investisseurs marocains qui ont tout de suite réagi. Donc on a eu un vrai élan de solidarité aussi avec des participations conséquentes au compte 126 de la part d'investisseurs marocains et également étrangers. Il y a eu aussi cette solidarité liée à la présence aujourd'hui de ces investisseurs à Marrakech, dans la mesure où ils continuent leurs projets, ils continuent leurs investissements et ils continuent de regarder le Maroc comme une terre privilégiée des investissements. Donc, il n'y a pas eu ni de suspension de projet, Aucune. ni de report, Aucun. et peut-être même d'autres manifestations, de nouvelles manifestations d'intérêt. Oui, je pense que ça nous a mis encore une fois au cœur de l'actualité mondiale, de par notre résilience, de par la solidarité que nous avons eue et l'élan de solidarité exceptionnel qu'il y a eu au sein du pays et de par l'unité que nous avons eue face, je dirais, aux instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour prendre en charge les victimes et relancer la machine. D'accord. Et justement, on continue sur la séquence investissement et peut-être que, puisqu'on est au cœur des assemblées et qu'il pourrait y avoir énormément d'investisseurs intéressés, je vais troquer en fait ma casquette de journaliste pour celle d'un investisseur et vous demanderai, Monsieur le Ministre, de me convaincre aujourd'hui d'investir au Maroc. Pourquoi est-ce que j'investirai ici au Maroc et pas ailleurs dans une autre région du monde? Bon, déjà, je peux vous dire que vous avez déjà investi au Maroc, Média 24, et je tiens à vous féliciter. Vous avez déjà eu l'approche d'investissement, mais je vais vous convaincre de continuer d'investir. Écoutez, ce qu'on dit aux investisseurs, et ils le remarquent très rapidement, le Maroc a énormément d'atouts, et le principal atout, c'est la stabilité du royaume,
et la vision de Sa Majesté le Roi qui donne une stabilité dans les relations qu'on a avec ces investisseurs. Les investisseurs ont besoin de stabilité, stabilité par rapport aux lois, aux règles, et donc cette stabilité aussi qui implique naturellement la sécurité des investissements est le premier des atouts qui est mis en avant par les investisseurs, et Dieu sait si nous-mêmes nous le mettons également en avant. Un deuxième atout essentiel qu'on met en avant, c'est la jeunesse. Notre jeunesse, les talents de nos femmes et de nos hommes, et cette jeunesse qui fait qu'aujourd'hui on a une force vive qui est prête à venir enrichir ces grands projets d'investissement. Et là, un chiffre important à retenir, c'est qu'au Maroc, l'âge médian est de 29 ans, quand en Europe, il est de 43 ans. Et donc, c'est un chiffre qui parle aux investisseurs. Et on était aujourd'hui encore avec un très gros investisseur qui a déjà investi au Maroc et qui continue à investir et qui souhaite continuer à investir au Maroc. Et il faisait le comparatif entre justement cette jeunesse disponible au Maroc qui cherche à travailler et par exemple dans certains pays de l'Est où on a du mal aujourd'hui à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, c'est un atout, un deuxième atout essentiel. Un troisième atout qu'on met en avant, c'est nos énergies vertes, grâce à la vision de précurseur qu'a eu Sa Majesté par rapport aux énergies renouvelables, et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des énergies vertes à bas coût disponibles. Et dans un monde qui se décarbone, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment un atout de taille. Bien sûr, je vous citerai nos infrastructures au niveau de classe mondiale, le port en Gémed, les autoroutes, les différents ports en construction comme Dakhla, Nador, Westmed, le TGV, et j'en passe, les zones d'accélération industrielle, toute la logistique qui va autour des infrastructures, et qui sont aussi un atout important. Et pour finir, un qui n'est pas des moindres, c'est notre marché. On peut paraître comme un marché d'une quarantaine de millions de consommateurs, mais en fait, on vend un marché de 2,5 milliards de consommateurs grâce à nos accords de libre-échange qui font qu'aujourd'hui, les investisseurs s'intéressent à notre pays. Nous sommes un des rares pays à avoir à la fois un accord de libre-échange avec les États-Unis et avec l'Europe. Si on rajoute à ça la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, et bien là, ça fait 2,5 milliards, un bassin de 2,5 milliards de consommateurs. C'est important. Et tout ça est aujourd'hui renforcé par cette nouvelle charte de l'investissement qui est entrée en vigueur en mars dernier, et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un cadre incitatif qui permet aux investisseurs de retrouver tout ce que je vous disais comme asset, comme atout du Maroc pour les prochaines années. Justement, vous m'avez tendu la perche par rapport à la charte de l'investissement. C'était en fait une annonce majeure parce qu'on l'attendait, cette charte, et quand elle est venue avec une nouvelle vision, elle était plus claire, plus pragmatique, et à ce moment-là, on comprend que l'investisseur, il sait clairement à quoi il peut s'attendre, par rapport à ces incitations. Justement, pour les investisseurs ou les téléspectateurs qui n'ont pas eu vent de cette charte, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu son contenu et ses lignes directrices? Écoutez, déjà ils peuvent facilement la consulter sur nos sites internet, l'AMDI et du ministère, et elle est en toutes les langues, français, arabe, anglais, espagnol, chinois, mais je vais quand même vous donner quelques éléments de principe de cette nouvelle charte de l'investissement qui s'appuie sur 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est bien entendu toutes les incitations. Le second, j'y reviendrai, c'est le climat des affaires, et le troisième, c'est la gouvernance. Sur les incitations, il y a des dispositifs. Il y a un dispositif principal qui donne des primes, qu'elles soient sectorielles ou territoriales ou liées à l'emploi, qui peuvent aller jusqu'à 30% du montant de l'investissement. Ça, c'est le dispositif principal. Il y a également un dispositif qui est lié aux très petites et moyennes entreprises qui ne doivent pas être les laissées pour compte de cette nouvelle charte de l'investissement. Bien au contraire, nous devons les encourager à aller vers l'investissement. Il y aura également un dispositif relatif aux investissements directs marocains à l'étranger pour accompagner nos entrepreneurs marocains qui cherchent à aller conquérir le monde pour mieux se développer au Maroc. Et donc, l'ensemble de ces dispositifs va permettre réellement de booster à travers des primes directes au montant de l'investissement. À côté de ça,
je vous le disais, un pilier relatif au climat des affaires. Et là, monsieur le chef du gouvernement a présidé le 15 mars dernier la commission du CNEA, la Commission nationale des environnements et des affaires, qui a permis de délivrer pour la première fois une feuille de route pluriannuelle 2023-2026 qui permet réellement de définir un climat des affaires autour de l'acte d'entreprendre, autour de la compétitivité et autour de la simplification des procédures administratives et de manière générale la facilitation de l'acte d'investir. Donc c'est un sujet essentiel de cette nouvelle charte de l'investissement, au même titre que le troisième pilier, qui est un pilier de gouvernance, sachant que, et vous le savez bien, la gouvernance globale de l'investissement a été revue en créant ce ministère de l'investissement et de la convergence des politiques publiques, en lui rattachant l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, en mettant sous la responsabilité du chef du gouvernement l'ensemble des centres régionaux d'investissement, et il m'en délègue une partie des responsabilités. Donc tout ça est en train de refondre la gouvernance de l'investissement avec la nouvelle Commission nationale des investissements qui a de nouvelles prérogatives également plus élargies et également une gouvernance qui va permettre la décentralisation de l'acte d'investir, la déconcentration de l'investissement en permettant notamment aux régions, pour la première fois dans l'histoire économique du Royaume, de conclure des conventions d'investissement et d'accompagner les investisseurs jusqu'au bout pour les projets allant jusqu'à 250 millions de dirhams. C'est dire, et ce qui représente l'essentiel des projets d'investissement du Royaume. Donc cette gouvernance aussi décentralisée va permettre réellement aussi de sortir de l'axe classique Casa-Tanger. Et d'ailleurs, la dernière commission des investissements a permis de montrer que nous sommes sortis de l'axe. 9 régions étaient concernées, 70% des primes territoriales étaient dans des provinces A et B. Donc il y a vraiment un effet que l'on ressent. Et pour finir, il y a un effet qui est indiscutable en termes de volume de conventions d'investissement signées. Sur les 2 années de ce gouvernement, nous avons fait 3,5 fois le montant des 2 années précédentes en termes de conventions d'investissement signées et 4 fois et demi en termes d'emplois à créer. C'est dire si cette charte fonctionne et que cette nouvelle gouvernance et cette nouvelle dynamique fonctionnent. Nous espérons juste que ça se poursuive sur la durée. Justement, en fait, le Maroc, c'est quand même 2 décennies de développement. Il y a eu des paliers qui ont été, qui sont passés, c'est-à-dire on a pu construire des écosystèmes autour de plusieurs secteurs importants. On peut en citer de nombreux, mais bien sûr l'automobile, c'est le secteur aujourd'hui qui est montré comme exemple. Et aujourd'hui, nous voulons passer à un nouveau palier avec une ambition sur 2 secteurs d'avenir qui sont en fait l'hydrogène et les batteries électriques, parce qu'on en parle souvent ces derniers temps. J'aimerais bien savoir aujourd'hui où est-ce qu'on nous en sommes par rapport à ces 2 domaines stratégiques et par rapport à notre ambition de mettre en place ces 2 écosystèmes. Écoutez, je pense que sur ces 2 sujets, il y a un facteur commun, c'est les énergies renouvelables. Et on a la chance au Maroc d'avoir eu il y a 15 ans, une quinzaine d'années, une vision. La vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui a tout de suite cru aux énergies renouvelables pour des raisons écologiques, économiques et sociales. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un vrai track record en termes d'énergie renouvelable, qu'ils sont, comme par hasard, à l'origine aussi bien de l'hydrogène vert que de la production de batteries électriques pour toute la mobilité électrique. Alors, notre conviction, c'est qu'il y a vraiment aujourd'hui une carte à jouer. C'est un game changer aujourd'hui pour le Royaume que de miser sur ces 2 secteurs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé sur les 2 dernières années à aller chercher des investisseurs dans la mobilité électrique. Et nous avons ramené des investisseurs qui sont les leaders
mondiaux et qui font partie des leaders mondiaux dans toute la chaîne de valeur de la batterie électrique. La batterie électrique, c'est pas comme une petite batterie 12 volts des anciennes voitures. C'est vraiment toute une chaîne de valeur, depuis le raffinage des matières premières, les cathodes, les anodes, les cellules, et ensuite les packs de batteries. Donc c'est toute une chaîne de valeur. Ce sont des milliards et des milliards, pour pas dire des dizaines et des dizaines de milliards de dollars d'investissement pour toute cette chaîne de valeur. Et donc nous sommes en train de chercher des acteurs de premier rang dans chacun des maillons de la chaîne de valeur pour créer vraiment notre chaîne de valeur, sachant que toute cette industrie doit être alimentée par des énergies renouvelables. Et c'est là l'intérêt du royaume et qui fait sa compétitivité. De la même manière, pour l'hydrogène vert, qui s'appuie en grande partie, 70% à peu près, 60-70% des investissements dans l'hydrogène vert est effectué dans le renouvelable, que ce soit du solaire ou de l'éolien. Là aussi, grâce au track record que nous avons dans ce secteur, nous pouvons aujourd'hui aller chercher les meilleurs, et c'est même les meilleurs qui viennent à nous, puisque depuis 2 ans, on a fait un petit peu le tour de tous ces investisseurs, et ils considèrent le Maroc comme étant l'un des meilleurs endroits, si ce n'est le meilleur endroit en termes de coûts d'énergie combinée entre le solaire et l'éolien. Et ce matin même, un des panélistes citait une étude mondiale faite par le cabinet Deloitte Monitor qui place le Maroc dans le top 3 des meilleurs coûts. Il parle même d'1,10 $. On est en train de regarder le détail de cette étude, mais c'est intéressant. Et quand on rajoute à ça la distance à l'Europe par rapport aux 2 autres compétiteurs que sont le Chili et l'Égypte, le Maroc est de loin le plus compétitif pour décarboner l'Europe, elle qui a besoin de 20 millions de tonnes d'ammoniac à horizon 2035. On est là, on se prépare, et bien sûr, après que Sa Majesté le Roi ait donné son accord et marqué son accord par rapport à l'offre Maroc, nous sommes en train de déployer maintenant sur le terrain ce secteur qui est réellement prometteur pour le Royaume. Donc nous espérons des annonces prochainement sur ce sujet. Écoutez, on va en avoir très bientôt. Nous sommes en train de travailler avec certains secteurs comme l'énergie, l'économie et les finances, le ministère de l'Intérieur bien sûr, le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Investissement, avec les équipes de Monsieur le chef du gouvernement, pour sortir une circulaire qui va préciser clairement justement l'opérationnalisation de l'offre Maroc telle qu'elle a été approuvée par Sa Majesté, que Dieu l'assiste. C'est une très bonne nouvelle, donc j'imagine que nous serons en attente de cette circulaire. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'être venu sur notre plateau, et je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci.